Nous abordons aujourd'hui un cours sur les méthodes pédagogiques. Ces méthodes pédagogiques font suite au cours sur les contenus d'enseignement. Les contenus d'enseignement, s'ils sont pensés comme étant des conceptions et des mises en œuvre, eh bien, justifient assez bien ce prolongement. Les méthodes pédagogiques traduisent bien ces mises en œuvre de l'enseignement, en particulier ici en éducation physique et sportive. Une méthode pédagogique décrit le moyen pédagogique adopté par l'enseignant pour favoriser l'apprentissage et atteindre son objectif pédagogique. Alors, dans l'histoire de la pédagogie, on constate qu'il y a deux grandes oppositions bipolaires. Il y a longtemps, si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, la nature humaine était conçue comme imparfaite. Et on n'avait aucun intérêt pour les visions et représentations de l'enfant. L'enfant était vu comme toujours prompt à la faute, et donc il y a eu un culte de la rigueur vis-à-vis de cet enfant et de l'effort. Puis, il y a eu l'idéal des Lumières qui est apparu, la révolution des Lumières, et à partir de là, on s'est rendu compte que l'enfant, petit à petit, il était doté de raison, et l'idéal des Lumières nous amène à s'intéresser à sa nature, à la nature humaine. On a une vision humaniste, de l'éducation qui s'oppose au dressage précédent. Et donc les méthodes pédagogiques se naviguent entre ces deux extrêmes, de la rigueur d'un côté, du redressement du corps de l'enfant, à l'émancipation de l'enfant. D'un côté une certaine forme de contrainte, et puis de l'autre côté l'idée qu'il faut qu'il s'émancipe progressivement. Alors, une autre opposition bipolaire viendra de l'articulation entre enseigner et apprendre. Ainsi, les formes variées des méthodes viendront de l'utilisation de cette articulation. Des contenus très organisés par avance, ou alors qui se construisent au fil des événements. Les interventions déléguant plus ou moins de pouvoir à l'élève dans l'appropriation des savoirs mobilisés. Ainsi, le domaine de la didactique concerne les contenus et se trouve en amont de la pédagogie. Par la préparation de l'enseignant, cela se déroule dans un temps dit diachronique. Les situations plus ou moins complexes et multiformes sont anticipées. Le domaine de la pédagogie, lui, concerne l'organisation de la relation sociale aux connaissances et à la gestion du groupe classe. Cela se déroule dans un temps qui est dit synchronique de l'enseignement. Ainsi apparaît ici un autre dilemme entre comment être attentif aux deux versants, le domaine de la fonction didactique et celui de la fonction pédagogique. Alors une autre opposition apparaît aussi, c'est entre d'un côté l'idée des savoirs et la dimension théorique qu'on doit transmettre, et de l'autre côté rendre l'élève acteur au sens de producteur. Il produit quelque chose de lui-même. Donc ici, Jean Housseil, dans le triangle pédagogique, met en avant trois pôles, évidemment, l'apprenant, le formé d'un côté, le savoir et l'enseignant. Il distingue autour de ce triangle trois processus. Un premier processus, c'est enseigner. Ce premier processus enseigné est axé de façon privilégiée sur la relation savoir-enseignant et sur la transmission de ce savoir structuré par l'enseignant. Deuxième processus est le processus formé, axé sur la liaison enseignant-formé. Il correspond aux pédagogies centrées sur la formation humaine et sur la socialisation de l'élève. Et enfin, le troisième processus, lui, est centré sur apprendre. Il porte sur le rapport direct savoir-apprenant. Là, l'enseignant devient l'organisateur de situations et de conditions externes d'apprentissage, par lesquelles il met en relation savoir et l'apprenant, en jouant en jouant un rôle de médiateur, lui, l'enseignant. Alors, pour aller plus loin, Marguerite Alté nous propose une autre manière d'interpréter ces méthodes pédagogiques. Elle trouve le triangle pédagogique trop figé et elle nous propose une autre articulation plus complexe. Dans les acceptions dominantes de méthodes pédagogiques, il y a donc les courants pédagogiques. Et là, Marguerite Alté nous parle en fait d'écoles, des écoles qui existent, des façons d'envisager la pédagogie. Elle distingue d'abord l'une qui est centrée sur les savoirs, premièrement, une deuxième qui est centrée sur la personne de l'élève, un troisième courant, une troisième école qui est centrée sur l'enfant, membre lui d'une communauté.
Quatrième courant pour elle, c'est une méthode qui est plutôt centrée sur l'enseignant, qui analyse le problème, fait des choix d'objectifs et de situations. Et enfin, un dernier courant, le cinquième, centré sur l'apprentissage, défini du point de vue de l'élève qui apprend, hein. Un courant qui est contemporain, l'élève construit lui-même son savoir. Donc maintenant, on va rentrer plus en détail sur chacun de ces courants. Donc chercher à définir une pédagogie, c'est se poser la question de comment s'organisent, s'articulent ces 5 éléments en situation. De même que nous avons parlé tout à l'heure du triangle pédagogique, ici il y a aussi 3 pôles essentiels qui sont les 3 finalités de l'enseignement: instruire, éduquer, former. Et ces courants naviguent plus du côté de l'instruction, plus de l'éducation, ou plus d'un côté de la formation. Donc le premier courant que nous abordons est le courant magistro-centriste, qui, comme son nom l'indique, le maître est très présent, le maître est au centre, et c'est le savoir qui est l'élément prioritaire. Il s'agit de transmettre un savoir. C'est l'enseignant qui structure tout ça, c'est lui qui est le maître d'œuvre. Le savoir est premier, l'enseignant le prépare au mieux, tout comme il organise la situation, il dirige la communication. L'élève, lui, est là pour écouter et recevoir le savoir du maître. Le savoir est indifférencié, le même savoir pour tous. Ici, le courant est transmissif, l'élève est conçu comme un réceptacle. L'enseignant, lui, c'est un expert, il est sur son piédestal. C'est une méthode donc transmissive. Apprendre ici, ça sera recevoir. Alors le deuxième courant, le courant puérocentriste, l'apprenant est sujet. L'apprenant est sujet, l'élève est au centre. On est vraiment centré sur cet élève-sujet. C'est une pédagogie qui est basée sur l'idée que l'élève possède en lui des vérités et qu'il porte en lui ces vérités. Elles sont innées, elles sont là. Il est question d'une vision idéaliste, donc de l'apprentissage. On va essayer de développer, d'épanouir, de provoquer l'épanouissement de l'élève. On va essayer de révéler les vérités que l'élève porte en lui. L'enseignant, il accompagne, il guide l'enfant dans un processus de construction personnelle. On laisse agir l'élève pour l'aider à réorganiser son savoir. On est dans la relation, une méthode interrogative qui se rapproche de la maïotique et maïotique de Socrate, hein. Ici, le maître est un professeur qui est là pour faire accoucher l'élève de ses connaissances qui sont enfouies en lui-même. Le troisième courant est le courant sociocentriste. Il est basé sur la communication et il a pour finalité de former un homme social, d'éduquer socialement. L'école est centrée sur l'enfant qui est membre d'une communauté qui pousse l'élève à agir. C'est bien le groupe qui pousse à agir. La base de la pédagogie ici n'est pas la communication maître-élève, hein, mais au contraire la communication, la coopération entre les élèves. Ce qui est visé, c'est socialiser, c'est l'insertion de l'élève dans la société pour former un homme nouveau et s'acheminer vers une société nouvelle. C'est l'enfant, ici le courant est bien c'est un courant sociocentriste, l'élève est un acteur qui est partenaire, l'enseignant lui là-dedans qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est un médiateur, il pose des questions, il oriente un petit peu, il resynthétise ce qu'il entend, ce qui émerge des conflits. La méthode, elle est intracognitive et co-élaborative au sens où on travaille ensemble sur un projet. Et l'apprentissage, c'est donner son point de vue, c'est apprendre à échanger, c'est se confronter aux autres, aux règles communes, c'est élaborer quelque chose de commun, ensemble. Alors le quatrième courant est le courant technocentriste. Ici, l'adaptation de l'élève, l'adaptation sociale est première. Le pédagogue conçoit à partir d'une analyse des problèmes. Il s'agit de rendre rationnel l'acte éducatif. L'idée de rationalité, c'est la pédagogie par objectif, un savoir qui est programmé et qui est à redécouvrir et à reconstruire. On a un découpage a priori du savoir ici. La méthode consiste à ce que le pédagogue construise et l'élève, lui, exécute. L'enseignant privilégie l'axe situation apprenant. On place l'élève sur des rails. L'élève est placé sur des rails et la méthode est assez démonstrative où l'enseignant détermine le chemin à suivre. L'élève acquiert ici un savoir-faire par imitation. Le courant, lui, c'est donc identifier les problèmes techniques, tactiques. C'est la pédagogie par objectif qui est derrière. On va mettre en place donc des situations qui posent problème et oriente vers les solutions.
L'élève, lui, doit s'adapter au chemin qui lui est tracé dans des situations d'apprentissage. Il exécute, il imite. L'enseignant, lui, il construit des dispositifs, il détermine des chemins pédagogiques, et il programme par l'aménagement d'un savoir qui est à redécouvrir, hein, et à reconstruire. La méthode, elle est démonstrative. Le pédagogue construit, l'élève exécute. L'apprentissage, c'est par observation, par reproduction, par imitation. C'est ce qu'on peut qualifier d'apprentissage vicariant, pour faire référence à Bandura. C'est un conditionnement des réponses ici. Alors le dernier courant proposé, c'est celui centré sur l'apprentissage. C'est un courant contemporain. Apprendre, finalement, c'est ici une mise en projet. Euh, L'élève est acteur d'un projet, donc l'apprenant est acteur, dont il pourra être fier. Il s'agit des pédagogies de l'apprentissage. Le courant, on a dit, est contemporain. À la différence du courant précédent, l'acte pédagogique est défini du point de vue de l'élève qui apprend. L'élève est placé en situation de construire lui-même son savoir. On est centré sur les besoins des élèves, sur leur logique d'action, sur leur manière prioritaire de faire. Permettre à l'élève de se déterminer sur une manière personnelle, originale, pour atteindre le but qui lui est proposé. Ici, on a une conception qu'on peut qualifier de cognitiviste, constructiviste, issue de la psychologie du développement et cognitive. Piaget est derrière l'activité d'équilibration majorante, hein, nous dit Piaget. On peut parler aussi de Brunner avec la notion de format et d'étayage, de Vygotsky aussi avec l'idée de médiation sémiotique. On travaille dans une zone proximale de développement avec Vygotsky. Ces pédagogies qui se sont décentrées de l'enseignement permettent à l'enseignant de parler moins, faire agir plus l'élève et observer pendant ce temps. Hein, il s'agit de prendre en compte la logique et les démarches d'apprentissage des élèves et de gérer des conditions d'apprentissage facilitantes qui posent les bonnes questions, des situations ouvertes, des situations problèmes et des situations différenciées. On individualise le travail de l'élève, il y a des situations de travail en groupe de besoins qui sont ciblées. Hein, ici, la conception, on est centré sur l'apprentissage. L'élève est un acteur, il construit, il se met en projet, l'enseignant, il propose des modes d'entrée, la méthode, elle est constructiviste, et l'apprentissage, on peut dire, c'est par comparaison, par hypothèse, par déduction, par recherche personnelle. Si on avait à résumer l'évolution de ces 5 courants, du point de vue de la conception de l'enseignement, d'abord, on est passé de quelque chose de très interventionniste à progressivement une organisation ancrée dans l'environnement naturel et les relations sociales des élèves. Et puis, on est passé finalement sur une conception qui prône des valeurs de liberté et de prise d'initiative de l'enfant. Deuxièmement, du point de vue des conceptions de l'apprentissage, l'évolution, elle se traduit à travers quelque chose de très mécaniste au départ, qui ensuite passe par l'interaction sociale. Enfin, on arrive à une conception de l'apprentissage qui passe par la qualité d'engagement personnel de l'élève, son autonomie, en transformant sa relation à soi et aux autres. Alors résumons, il y a 3 grandes traditions pédagogiques à l'école. Il y a une tradition empirique qui consiste à transmettre, l'élève reçoit et enregistre. C'est un cerveau vierge, hein, sur lequel on va imprimer. Deuxièmement, il y a une conception qui conditionne les réponses de l'élève. On conçoit les dispositifs, on aménage bien et on choisit les bonnes stimulations à partir de feedback. Il est question ici de conception behavioriste et en même temps d'un idéalisme dans l'apprentissage. Et la troisième tradition, c'est centrée sur les stratégies cognitives et métacognitives de l'apprenant. Il expérimente cet élève, il recherche et on espère qu'il va inventer. La conception, elle est constructiviste et socio-constructiviste. Ici, on apporte un étayage et progressivement, on enlève cet étayage. L'élève va essayer d'améliorer sa manière de faire en cherchant par lui-même. Voilà pour conclure. Alors, qu'en est-il finalement en EPS? Lorsque vous serez en stage,
eh bien vous verrez que la réalité du terrain remet en cause cette belle rationalité de ces courants pédagogiques. On est influencé aussi, nous en EPS, par la spécificité de nos disciplines. Déjà en EPS, il y a trois conceptions différentes qui s'affrontent et qui se complètent en quelque part. Il y a une conception psychomotricienne et naturaliste d'une part, une conception culturaliste d'autre part, et une conception citoyenne. Ces trois aspects eh bien, viennent s'entrechoquer et orientent notre travail. Deuxièmement, il y a des effets de contexte qui sont spécifiques à l'EPS. Hein. On est dans l'aménagement d'une APS à l'autre, l'aménagement de l'espace est différent, et donc les méthodes que l'on va adopter seront spécifiques à l'APS en question. D'une classe à l'autre, on aura des élèves qui seront plus ou moins agités, plus ou moins studieux, et ça va fonctionner, mais ce n'est pas spécifique à l'EPS, et ça va nous influencer dans le choix des méthodes. Alors, lorsque vous mettez en place un itinéraire adapté pour vos élèves, une situation d'apprentissage, vous devez être en mesure d'identifier dans quelle conception de l'enseignement de l'EPS vous vous situez. Ça concerne la conception qui préside à la construction de vos leçons, mais aussi à celle qui préside à vos interventions dans le temps de la leçon. Le premier déterminant, ça sera l'homme à former, les valeurs qu'on veut mettre en place. Par exemple, il y a les connaissances de ses droits et de ses devoirs. Un deuxième déterminant, c'est de se poser la question, quelle va être la conception de l'activité de l'élève dans les apprentissages. Suis-je sensible aux opérations mentales de mes élèves? Suis-je attentif à ses représentations? Suis-je attentif à comment l'élève perçoit l'environnement qu'on lui propose? Je ferai des choix sur l'activité que je souhaite valoriser chez l'élève. Peut-être dire et comprendre, peut-être imager et associer, peut-être répéter et s'adapter. Alors, quelle va être l'approche et la fonction attribuée à l'APS? Comment situer ici l'élève? D'une part, l'APS adulte est-elle adaptée aux jeunes? Il faudra trouver des adaptations. Est-ce que ces APS sont des catalogues, une somme de techniques à acquérir, activité analytique ou plutôt systémique de l'activité de l'élève? Comment je vais découper l'APS? Comment je vais organiser cette APS de manière rationnelle? Et puis, est-ce que l'APS est vu comme un simple prétexte à des développements de l'élève, tels qu'apprendre l'ordre, à se replacer, les rôles? Voilà. Enfin, le quatrième déterminant, c'est les acquisitions attendues. Hein, ici, on doit faire la part des choses entre le moteur et le non-moteur. Qu'est-ce qu'on valorise? Le but est-il une simple acquisition de technique? La situation vise-t-elle l'acquisition d'un ensemble de connaissances? Les contenus d'enseignement sont-ils déclinés en plusieurs registres, moteurs et non moteurs? Ainsi, pour vous, le problème essentiel en situation de stage va être de parvenir à vous déterminer, à justifier vos interventions en prenant appui sur les valeurs, sur les spécificités de l'APS, sur l'activité de l'élève dans l'apprentissage que vous voulez mettre en place, et puis sur comment vous vous situez par rapport aux visées, aux acquisitions attendues, hein, les compétences motrices et non motrices que vous mettez en valeur dans les tâches. Dans vos interventions stage, il va falloir avoir le souci de légitimer vos interventions. Et donc Kermarek, en 2004, nous propose trois approches qui nous permettent un petit peu de nous situer dans nos manières d'intervenir en éducation physique. La première approche, assez aisée à comprendre, est l'approche normative techniciste. C'est une approche transmissive. Il y a un modèle, un geste juste à reproduire et à répéter. Le modèle pédagogique, c'est très directif, c'est basé sur la démonstration. Il s'agit ici de behaviorisme, on apprend en répétant. Modèle associationniste, car reproduction technique, et l'enseignant vise à faire adopter une norme comportementale. Voilà. L'orientation des valeurs ici, c'est la maîtrise de la discipline, bien sûr. L'enseignant démontre, corrige, encourage, rappelle le bon geste, rappelle à l'ordre. Ben, la connaissance vient franchement de l'extérieur ici. Alors l'approche dialectique réflexive, elle est une approche transmissive par réflexion et explication. Le modèle d'apprentissage est cognitiviste, interactionniste, apprendre c'est comprendre. C'est un modèle où le problème est placé au cœur de la situation. La question ici est comment rompre avec la transmission formelle des contenus d'enseignement. L'enseignant vise à faire réfléchir l'élève sur ses actions. Le prof se pose la question à quel problème fondamental est confronté l'élève dans cette APS. On prolonge la méthode par le souci de montrer des pouvoirs moteurs qui seraient généralisables à d'autres situations, à d'autres APS.
à l'enjeu fondamental proche. Apprendre, c'est comprendre grâce à une mise à distance de l'action. L'apprentissage ici, c'est élaborer une juste représentation des problèmes, du problème, analyser le résultat des solutions construites dans la situation, puis à valider les connaissances déclaratives et procédurales ainsi élaborées. On passe du savoir comment faire au faire. Ici, la tâche, c'est comprendre l'intérêt du problème qui est proposé, hein, et de la solution à entreprendre. Le professeur, lui, il rappelle les principes, il fait prendre conscience à l'aide d'un rapport de force favorable dans une situation d'affrontement, par exemple. Il fait verbaliser si, alors, sur les règles d'action, fait répéter la solution en ciblant sur la règle d'action et encourage l'auto et la co-évaluation. Ici, une pédagogie active, appropriative de résolution de problèmes. L'orientation des valeurs est ici le processus d'apprentissage. Alors dans cette approche, le problème joue un rôle fondamental. Le jeu consistera vraiment à proposer à l'élève un problème qui ait du sens pour lui. C'est-à-dire trouver le juste décalage par rapport au but qu'il aura à atteindre et que ce soit accessible, pas trop facile mais pas trop difficile. Tout le nœud de ce dispositif est autour de la notion de problème. Alors la troisième approche est l'approche adaptative structurale. Elle fait référence au constructivisme ou au connexionnisme. Alors que la précédente approche s'appuyait sur un processus d'apprentissage fait de chaînes causales progressives, de mécanismes bien huilés, pensés à l'avance, cette troisième approche mise sur la capacité de l'élève à choisir une tâche de difficulté optimale pour en faire varier lui-même les contraintes. Il s'appuie sur sa propre expérience, sa propre réflexion. L'élève ici choisit une tâche de difficulté optimale ou fait varier les contraintes lui-même. L'élève s'appuie sur ses propres réflexions, en particulier à partir de l'observation de ses camarades. Il y a une prise de distance qui est opérée. Les tâches sont globales et structurées par un aménagement du milieu, par exemple des matchs, où on fait varier les contraintes à l'intérieur de la séquence de match. La grande particularité est de concevoir des tâches sur un thème qui est commun. C'est ça qui est important, qui est identifié en amont, ce thème. L'élève ici est considéré compétent lorsqu'il peut maîtriser les schèmes dans des multiples situations d'une APS ou même voire d'une classe d'APS. L'orientation des valeurs ici dans cette approche, c'est l'autonomie, la responsabilité, le projet. L'enseignant, lui, de son côté, essaye d'accueillir les réponses des élèves, qui sont variées, mais sans les prévenir, avec bienveillance, et s'appuyer sur ces réponses pour avancer. Dans cette troisième approche, la nature des apprentissages, on a dit, était connexionniste ou constructiviste. L'idée, c'est que le produit à atteindre, c'est une abstraction de structures communes lors d'expériences variées, différents types de situations de match, par exemple. Il y aura un schéma type qui va émerger. Alors, d'une part, si on est sur le connexionnisme, l'abstraction implicite est favorisée par l'interférence entre les différentes expériences, qui vont faire naître quelque chose de manière automatique, ou dans le cas du constructivisme, eh bien, l'abstraction est explicite et s'il y a des évocations par l'image, par des mots-clés, qui facilitent le transfert, qui permettent justement cette cohérence d'une tâche à l'autre, et où l'élève pourra retrouver des liens, des similarités. Donc parmi ces trois approches, la seconde est la plus plébiscitée par les enseignants ou les étudiants jeunes stagiaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont en quête de rationalité. Elle séduit cette deuxième approche car il y a une idée de sécurité. On va bien planifier par rapport au problème et ça sécurise. Mais le malheur, c'est qu'une classe constituée de 30 élèves eh bien, offre multiples moments de crise pour l'enseignant. Il se rend compte tout à coup que les élèves ont différents rythmes de compréhension de ce qu'on leur propose. Deuxièmement, il y a une diversité de cheminements chez eux pour aller vers le but que vous leur proposez. Et en plus, ils ont des motifs d'agir qui sont extrêmement hétéroclites. Pour certains, ils veulent absolument qu'on leur montre. D'autres élèves veulent qu'on leur explique. D'autres veulent absolument des repères. Il y en a d'autres qui veulent pouvoir comparer. Ils aiment mieux ça. Ensuite, il y a d'autres élèves qui aspirent à pouvoir échanger, partager entre eux. Il y en a d'autres qui voudraient sans cesse faire évoluer les choses. Et puis d'autres voudraient qu'on les laisse faire comme ils veulent. Et là, évidemment, cette rationalité
qu'on met dans la deuxième approche, eh bien, est assez aléatoire et décevante très rapidement. La magie de la tâche ne fonctionne pas. Alors après cette présentation de ces conceptions cognitivistes, les plus vulgarisées en éducation physique, hein, et plébiscitées par les enseignants, il y a un passage nécessaire par les approches situées, qui elles remettent en cause totalement ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. En effet, l'approche située va venir jouer le trouble fait dans cette belle rationalité cognitiviste. On se rend compte que la situation d'enseignement, du point de vue situationniste, est une situation imprévisible, complexe, et qui est faite d'émergence de réponses liées au couplage qu'il y a entre l'acteur, qui est l'élève, et puis l'environnement dans lequel on va le baigner. Et à partir de là, les réponses vont apparaître de manière automatique et viennent donc contredire d'une certaine manière toutes ces solutions dont on a parlé précédemment. Nous ne développerons pas dans ce cours cette approche-là. Toutefois, je vous invite à anticiper un petit peu en allant chercher des lectures du côté des travaux de Sori, de Ria, de Carole Sève, de Nathalie Gall-Petitfaux, qui ont, dans le domaine de l'EPS, pas mal produit. Alors je clôt ici cet aparté sur les approches situées pour revenir aux approches cognitivistes. Alors, les raisons d'agir, eh bien, c'est l'idée de plaisir, d'émotion, de sensations corporelles fortes. Michel Develay lui nous dit la pédagogie du sens, c'est lorsqu'il y a intérêt de la part de l'élève, lorsqu'il y a du désir, et en plus lorsqu'il y a du plaisir. Mais bon, agir c'est une chose, mais la raison d'apprendre aussi est peut-être notre objectif en tant qu'enseignant. Ainsi, il faut se poser la question de si la raison d'agir est importante pour lancer l'activité de l'élève, comment s'y prendre pour les faire passer de la raison d'agir à la raison d'apprendre? Ainsi, pour que notre intervention fasse sens pour les élèves, il faudra leur donner des moyens de mesurer l'effet de leurs actions, qu'ils soient capables de mesurer leur progrès. Deuxièmement, il sera nécessaire de ne pas aseptiser l'activité physique proposée, la rendre accessible aux élèves et motivante. Garder par exemple un contexte de match, ça pourrait être un outil intéressant. Éviter aussi le zapping pédagogique, c'est-à-dire sur des situations très courtes qui s'enchaînent. Au contraire, il faudra prévoir un temps suffisant, une période longue de formation. Quatrièmement, il faudra penser l'agencement des espaces stratégiquement. Hein, comment je pense les ateliers en gymnastique pour que ça puisse fonctionner et qu'il y ait de la saveur sur chaque atelier. Le cinquièmement, il y a l'idée de penser les formes de compagnonnage entre les élèves, les formes de regroupement stratégiques. Et enfin, développer une activité de réflexion, une activité réflexive. Réfléchir sur les relations résultats attendus et produits, sur les procédures utilisées et résultats, sur les effets ressentis sur soi et effets produits sur soi. On l'a vu, l'enseignant se pose en médiateur entre le savoir et l'apprenant, en facilitant l'élaboration du sens des apprentissages, en engageant l'élève ou l'apprenant dans un processus de construction du sens. La réalité de la classe est souvent faite d'aléas, résiste à toute tentative d'enfermement dans un modèle théorique. Et une pratique quotidienne faite de résistance des élèves et des faits provoque des situations de crise et de conflit nécessitant soit une réorganisation de l'intervention du professeur, soit une réorganisation des modèles qui la légitiment, cette intervention. Hein, cette question de comment ne peut être dissociée de la question du quoi, c'est-à-dire de quel contenu. Ainsi donc, il nous faudra penser systématiquement le choix du contenu d'enseignement, qui était l'objet du cours précédent, en relation avec la méthode. Et en même temps, aucune entrée ne peut saturer les autres, nous dit Michel Develay en 92. Et c'est sans doute la multiplicité des théories de référence qui peut permettre de comprendre le processus d'apprentissage. Hein. Les apprentissages qui, dans un même temps, dans un même mouvement, transmettent et émancipent. Hein. Pour clore cette réflexion sur les méthodes pédagogiques, et donc face à la complexité de l'acte pédagogique, je citerai François Tochon qui nous dit « Le pédagogue est homme de terrain. La source première de son intuition pédagogique reste l'action et surtout l'expérimentation.
Donc, c'est par l'expérience qu'on saura jouer avec ces multiples facettes des méthodes pédagogiques.